Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis en compagnie de Céline Donneau, bénévole chez Oxfam depuis 2018, pour un épisode de On s'engage sur Radio Anthropocène. Bonjour Céline Donneau. Bonjour Florian. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, si vous êtes là, c'est pour parler de cette association, Oxfam, et d'expliquer un petit peu pourquoi, comment elle s'engage et elle milite à Lyon, en France et même à l'international. Pour commencer, c'est quoi Oxfam ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc Oxfam, c'est une association qui est effectivement internationale avec dans chaque pays, enfin pas dans tous les pays, mais dans énormément de pays, des branches. Donc on a Oxfam France et ensuite se déploient des groupes locaux dans beaucoup de villes en France, dont le groupe lyonnais, le groupe local lyonnais. Donc, vous l'avez dit, il y a Oxfam France. Historiquement, c'est une association qui a été créée ici. Comment ça s'est créé ? Enfin, c'est quoi l'histoire un petit peu Alors, l'histoire d'Oxfam, elle commence à dater. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale où des étudiants d'Oxford, en Angleterre, se sont mobilisés car les Allemands qui avaient envahi la Grèce avaient comme stratégie d'appauvrir, en fait, de couper les vivres aux Allemands et du coup, de manière induite, à la population grecque. Et donc du coup, il y a eu, c'est la naissance d'Oxfam, Oxfam qui veut dire Oxford Famine, et c'est comme ça que c'est né. Alors ensuite, ça s'est déployé effectivement à l'international, où il y a différentes modalités d'action. Donc une association anglaise. Donc une association anglaise à l'origine, internationale aujourd'hui, et dans les grandes lignes, cette association lutte contre les inégalités et la pauvreté. Donc on va revenir justement sur les sujets d'action principaux. Inégalité, pauvreté, quels sont les autres motifs d'engagement d'Oxfam ? Alors du coup, ça part de l'inégalité et des pauvretés et ça induit énormément de sujets, puisque du coup, on observe l'inégalité et la pauvreté un petit peu partout. Et l'idée, c'est de mobiliser aussi les citoyens et ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, le pouvoir citoyen. Alors Oxfam, on vous connaît beaucoup pour vos rapports. Tout à fait. Dont des rapports sur l'économie dans le monde, notamment en France en particulier. Les rapports économiques, il y en a un dernier qui a été présenté sur le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu dans les grandes lignes et la façon dont fonctionne Oxfam autour de ces fameux rapports ? Alors Oxfam, donc du coup pour le coup, il y a des employés Oxfam qui travaillent sur ces rapports. Il y a des rapports internationaux qui sont aussi déclinés avec des rapports franco-français. Et effectivement, ce dernier rapport qui est sorti sur le changement climatique parle d'atténuation et d'adaptation, où il est montré que la France n'est pas du tout à la hauteur par rapport aux enjeux environnementaux et dénonce également des fortes conséquences sur les inégalités, aussi bien en France que du coup des inégalités pays du Nord, pays du Sud, par rapport à nos modes de vie, tout simplement. Et ces inégalités, elles ont un impact important sur le changement climatique ? Alors plutôt, le changement climatique a un impact important sur les inégalités, puisque aujourd'hui, tout ce qui est lié à nos modes de vie implique de fortes émissions de gaz à effet de serre et qui vont avoir des répercussions sur des pays, du coup, les pays du Sud globaux, donc des pays ressources ou des pays poubelles qui, ça va avoir un impact sur les rendements agricoles, sur l'accès à l'eau. Et en France également, d'ailleurs, où c'est les foyers les plus modestes qui vont prendre de plein fouet le changement climatique, avec du coup des logements insalubres, non isolés. On l'a bien vu à Lyon avec les fortes chaleurs. On a pu le voir avec des événements du genre des inondations, etc. quoi. Je pensais notamment à l'enrichissement constaté des plus grandes fortunes récemment en France et le poids de ces fortunes sur le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Tout à fait. Du coup, à ce titre, on peut effectivement citer quelques petits chiffres. Donc déjà, les plus riches continuent de s'enrichir. Ça, c'est la première chose. À savoir que 1% des plus riches captent 2/3 des richesses produites dans le monde. Je parle là pour des chiffres au niveau monde. Depuis 2020, la fortune des milliardaires a observé une hausse de plus de 58%. Donc les riches deviennent vraiment de plus en plus riches. Et à côté de ça, on constate que 10% des plus riches sont responsables de 52% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc ce sont eux les principaux responsables, avec une majorité écrasante de ce changement climatique, qui est, on est dans le thème anthropocénique, voilà. Et à l'inverse, 50% des plus pauvres sont responsables uniquement de 7% des gaz à effet de serre. Donc c'est eux qui en subissent les conséquences. Exactement. Donc on a là une inégalité qui ne cesse de se creuser, justement parce qu'ils sont très peu responsables de ce changement climatique, mais ils en subissent effectivement les conséquences du dérèglement, plutôt que du changement, du dérèglement climatique. Un autre rapport qui nous a intéressé et qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on est là pour la semaine du climat de la mairie du 1er arrondissement, qui est consacré cette année au textile. Il y a un rapport sur la fast fashion que vous avez produit et ses impacts et ses alternatives et moyens d'agir. Quelles en sont les grandes lignes et qu'est-ce qu'on retient de ce rapport-là ? Alors, je ne suis pas une experte dans le domaine, mais de ce que j'ai pu en lire en diagonale, effectivement, la fast fashion ne cesse de croître, en fait. Entre 2005 et 2019, on a observé une consommation mondiale qui a doublé. Donc, on n'est pas du tout en train de diminuer nos consommations de textiles. Cette fast fashion repose beaucoup, encore une fois, sur les pays ressources, comme le Bangladesh par exemple, et bien d'autres. Enfin, la chaîne, si on peut observer la chaîne d'un vêtement, c'est absolument catastrophique. Et donc du coup, les moyens de s'en sortir, ça va être la low fashion, ça va être justement les friperies, les vêtements d'occasion. On a quand même une ressource dans le vêtement d'occasion qui pourrait être presque inépuisable. On en parlait justement avec Mathilde Cotin de Close to Me juste avant. Et donc c'est là où on voit que des sujets comme la mode et le textile qui peuvent ne pas paraître tout à fait associés à vos champs d'action en regardant de loin, sont finalement hyper prégnants, que ça soit sur les inégalités sociales à l'intérieur des pays, mais même dans les inégalités territoriales à l'échelle internationale. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je viens de décrire. Et à ça, du coup, des différentes propositions. On a parlé des friperies. Et du coup, Oxfam a quelques magasins de friperies. Alors, il faut savoir que c'est né en Angleterre. Et moi qui ai eu l'occasion de voyager en Angleterre il y a de nombreuses années, dans énormément le moindre petit village anglais a une boutique Oxfam. Ouais. Donc, Oxfam est très connu en Angleterre en particulier, un peu moins en France. Et du coup, aujourd'hui, on a des magasins, des friperies ou bouquineries à Paris, Lille et Strasbourg. Et là, on a pour ambition d'ouvrir un magasin à Lyon. Donc, on n'a pas encore trouvé le local. On est en recherche entre Lyon, Villeurbanne. Voilà, c'est en discussion. Et en fonction de la taille du magasin, on proposera une friperie ou une bouquinerie. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, les friperies d'Oxfam. Donc, on a parlé des rapports, on a parlé des magasins. C'est quoi les autres moyens d'agir et d'action d'Oxfam ? Alors, Oxfam, donc effectivement, est connu, on va dire, dans les médias par rapport aux rapports. Par ailleurs, il y a une grande action humanitaire où là, on fait aussi appel, ce sont des professionnels qui se rendent en particulier sur des pays en conflit. Donc nous, moyen d'agir, c'est bien évidemment les dons. Donc actuellement, il y a une grosse campagne de mobilisation au Liban pour pouvoir intervenir là-bas, mais on n'envoie pas des bénévoles sur les zones de conflit, ça c'est sûr. Une autre manière d'agir, donc qu'est-ce qu'on fait nous localement à Lyon ? D'une part, une grosse partie de plaidoyer. Et c'est pour ça que Oxfam est connu depuis de longues dates auprès des sénateurs, des élus, des députés, etc. Parce qu'il y a une grosse action de plaidoyer qui peut se faire à toutes les échelles, aussi bien au niveau de la ville, du département, de la région et au-delà. Et puis, depuis un certain temps maintenant, on essaye de développer une mobilisation citoyenne. Alors ça s'est accentué avec l'arrivée de Cécile Duflot en tant que directrice générale en 2018. C'est d'ailleurs à peu près la date à laquelle j'ai intégré Oxfam. Et au départ, donc Oxfam qui avait comme ligne de conduite les inégalités et la pauvreté, il était beaucoup question de fraude fiscale, mais aussi d'évasion fiscale, qui est bien différent, parce qu'évasion fiscale, c'est vraiment un système qui est organisé pour l'évasion fiscale au bénéfice des plus riches. Il était question aussi de travailler en termes de plaidoyer sur l'aide publique au développement,
même si ça peut être tout autant critiquable que la compensation. Mais en tout cas, la France ne respecte pas ses engagements d'aide publique au développement. On a eu des engagements depuis plus de 50 ans et on n'est pas du tout dans les clous. Et puis est venu avec Cécile Duflot et puis avec tout ce mouvement climat, justement, le constat et puis une prise de conscience générale sur l'impact du climat, justement, du dérèglement climatique sur les inégalités. Il y a aussi la question inégalité homme-femme, bien sûr. Donc ça, c'est un petit peu tous les sujets qu'on peut aborder. Et du coup, en termes de mobilisation citoyenne, il y a plusieurs angles de mobilisation. On organise, par exemple, des ciné-débats. On fait aussi des interventions dans les écoles, dans les universités, voilà. On travaille aussi avec d'autres organisations lyonnaises. Donc il y a des groupements d'organisations sur le sujet. Vous l'avez abordé, je crois, dans cette émission des PFAS. Ouais. Il y a eu un petit groupe au sein d'Oxfam qui s'est mobilisé et qui est monté en compétence sur ce sujet pour travailler avec d'autres associations sur le sujet des PFAS, pour faire masse, pour être de plus en plus nombreux et visibiliser ces sujets qui existent depuis toujours mais qui sont invisibilisés. Et puis on peut citer par exemple le Pacte de pouvoir de vivre, qui est un rassemblement d'une quarantaine, voire une soixantaine, je crois, d'organisations. Elles peuvent être citoyennes, ONG ou aussi des syndicats. Et c'est ça qui est intéressant, d'arriver à croiser aussi bien des organisations type Greenpeace que la CFDT par exemple, pour œuvrer pour une justice climatique et sociale. Oui, effectivement, la question des PFAS, c'est une question qu'on a beaucoup abordée, notamment avec l'association Alternatiba et avec nos partenaires également de Rue 89 qui ont mené beaucoup d'enquêtes sur la question. Vous parlez du pacte, du pacte ? Le pacte de pouvoir de vivre. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Le pacte comme je vous disais, c'est-à-dire que c'est plusieurs organisations aussi bien et des syndicats qui se posent la question d'essayer de déployer, et ils ont justement sorti une proposition politique pour arriver à une justice aussi bien climatique que sociale, quoi. Prendre en compte les enjeux climatiques, les enjeux écologiques au sens le plus large, et des enjeux sociaux, puisqu'aujourd'hui, on a bien vu que quand on aborde le sujet du dérèglement climatique en particulier, on aborde ça sous le prisme du carbone, on va réinventer un marché qui est le marché carbone, et puis derrière, arriver avec des solutions qu'on peut mettre dans sous le mot de technosolutionnisme, et qui, du coup, implique encore une fois des inégalités, parce que tout le monde n'a pas accès à ces nouvelles technologies d'une part, tout le monde n'a pas accès à des solutions type isoler son logement, et puis ça induit encore une fois de l'extractivisme dans les pays ressources, du coup, donc des inégalités sociales qu'il faut bien entendu prendre en compte pour aborder ces questions climatiques et écologiques au plus largement. Il ne faut pas oublier la question écologique, effectivement. Vous, en tant que militante, vous parliez tout à l'heure de mobilisation citoyenne, de mobilisation militante. On est dans une période politique un peu troublée, un peu compliquée, depuis plusieurs années d'ailleurs. Comment est-ce que vous voyez ces mobilisations, qu'elles soient militantes ou citoyennes, évoluer ? Comment je les vois évoluer ? J'ai l'impression, il y a un petit peu de vitesse à ça. On a eu des grosses, ce qu'on appelle les mobilisations climat, où on a vu plus de 40 000 jeunes dans les rues de Lyon pour les marches climat. Et toutes ces mobilisations n'ont pas forcément été écoutées par les pouvoirs publics. Donc il faut pouvoir discuter à différentes échelles, dans différents domaines, que ce soit justement à travers le plaidoyer et puis d'une adhésion globale de la population à ces enjeux, qu'on arrive à travailler aussi bien avec les syndicats qui vont défendre les travailleurs qu'avec les associations écologistes qui n'ont pas toujours cette vision-là. Et puis il y a une espèce d'intersectionnalité des luttes, comme on dit, c'est-à-dire d'arriver justement à traiter les questions d'inégalité hommes-femmes, du féminisme, des luttes antiraciales, des luttes ouvrières, et d'arriver à croiser tout ça et pouvoir aborder tout ça à différentes échelles et au sein des institutions mêmes. Donc vous êtes toujours plutôt positif sur la capacité de la lutte et de la mobilisation pour faire évoluer nos systèmes ? Je dirais qu'on n'a pas le choix, non ? Je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question. On peut baisser les bras. Effectivement, quand je dis qu'il y a deux vitesses, c'est qu'on a l'impression aussi que
Alors, il y a le thème de l'amnésie environnementale, c'est-à-dire que les jeunes, voilà, ceux qui grandissent aujourd'hui, quelque part, ont comme repère un environnement qui est déjà dégradé, et ils n'ont pas ce souvenir et cette mémoire que les anciens peuvent avoir. Et pour autant, les anciens, il y a une espèce de culpabilité. Donc, c'est très compliqué à aborder et ça fait peur. Et on parle aujourd'hui d'éco-anxiété. Et puis, pour lutter contre l'éco-anxiété, il y en a beaucoup qui vont du coup être dans le déni. Et tout le monde n'a pas accès justement aux solutions qui sont aujourd'hui proposées. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait vous investir en tant que militante ? Alors moi, à titre personnel, il se trouve que je suis une femme blanche, privilégiée, avec un très bon niveau de salaire. Et le déclencheur, ça a été justement ces marches climat. Ça a été dans les années entre 2015 et 2018 où j'ai eu une prise de conscience écologique qui m'a d'ailleurs amené à une prise de conscience des injustices sociales. Et c'est un petit peu cette prise de conscience qui m'a mise en mouvement à me dire, mais en fait, de ma posture, sans m'en rendre compte, parce que je n'ai pas... On invisibilise quelque part nos impacts. Et voilà, c'est un petit peu ça qui m'a mis en mouvement, de me dire que finalement, moi-même, dans ma manière de vivre, dans mon mode de vie, dans mon comportement, j'avais un impact qui nuisait. J'avais pas l'impression de nuire. Donc c'est cette prise de conscience de nuire et de me dire, mais il faut cesser de nuire. Et pour ça, Corinne Morel-Darleux qui parle du refus de parvenir, donc des fois renoncer à certains privilèges pour moins nuire. Ça, c'est à titre personnel. Donc on parle beaucoup de consommation. Mais ça ne suffit pas puisque nos pouvoirs politiques continuent à alimenter des intérêts privés pour l'agro-industrie, pour l'industrie du textile, etc. Parce qu'on est dans un système qui nécessite une croissance qui continue à nuire et à créer des inégalités et la pauvreté dans le monde et en France. Alors, avant d'accueillir Lou Herman pour son questionnaire Anthropocène, c'est une petite surprise, vous allez voir, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, je sais pas, en tout cas, c'est particulier, c'est une expérience à vivre. Je vais vous poser une dernière question, c'est simplement quelles sont les prochaines actions d'Oxfam et comment on fait si on a envie de vous rejoindre dans le groupe lyonnais ? Alors, les prochaines actions d'Oxfam, il faudrait que je me les remette en tête. Il me semble qu'il y a le festival alimentaire qui va arriver bientôt, où on va projeter, alors j'ai pas de date et de lieu à vous donner, mais à surveiller sur le site aussi bien sur le site d'Alimentaire. Un festival qui est basé autour de l'alimentation, d'une part, par exemple. Et pour nous rejoindre, alors soit... pour les plus avertis, allez sur la page Facebook, Instagram, etc. Et sinon, sur le site internet d'Oxfam, il y a une petite case « Devenir bénévole dans un groupe lyonnais ». On est une quarantaine plus ou moins actifs et on peut s'investir à différents niveaux. Alors comme moi, 3 fois dans l'année, je vais faire des actions. Et puis il y en a d'autres qui sont 1 fois par mois aux réunions et qui sont beaucoup plus réguliers que moi. Eh bien, Céline Donneau, merci beaucoup. Je vous propose maintenant, je vous laisse entre les mains de la terrible Lou Herman. Bonjour Lou. Alors, terrible ou rigolo, on ne sait pas. Non, c'est vrai. On va voir si on va me piéger ou pas. Non, bonjour Céline Donneau. Bonjour. Donc, ce que je vous propose, c'est un pas de côté. Le passage par le questionnaire Anthropocène, c'est un format radiophonique qui emprunte le chemin qui a été ouvert par Proust et ses questions, son questionnaire de Proust, qui fait l'hypothèse que notre rapport au monde et à l'Anthropocène est aussi à chercher du côté du sensible, du personnel, que l'on peut aller de soi au monde, que l'on peut parler de soi pour dire le monde. Donc, le questionnaire Anthropocène, c'est 6 à 8 questions en fonction de la longueur de vos réponses, que vous découvrez aujourd'hui, donc en direct. Pas d'échange, seulement vos réponses. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Alors, je parle au nom d'Oxfam ou au nom de Céline Donneau ? Vous parlez en votre nom. D'accord. C'est un peu l'idée. Donc, je commence. De quoi avez-vous peur aujourd'hui ? De quoi j'ai peur aujourd'hui ? Moi, c'est super compliqué déjà. J'ai pas vraiment peur, en fait. Non, j'ai pas peur. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? Ce qui me donne de l'espoir, c'est justement cette intersection des luttes. De voir qu'on arrive petit à petit, ça prend du temps et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, à mobiliser les travailleurs, travailleuses sur les questions écologiques et à mobiliser les écolos sur les questions des travailleurs, travailleuses, entre autres. Ouais.
De quoi êtes-vous sûr ? Je suis sûre que les politiques actuelles ne répondent pas aux enjeux à la hauteur. À quoi tenez-vous ? À quoi je tiens ? Je tiens... je vois des arbres là dehors, je vois des feuilles qui volent au vent. Je tiens et je crois aussi beaucoup à l'empowerment et à la puissance de la nature dont on devrait faire partie. Qu'est-ce qui vous trouble ? Qu'est-ce qui me trouble ? C'est piège, tout ça. Des temps incertains, justement. Le trouble des temps incertains, c'est qu'on ne sait pas trop quelle direction tout ça va nous mener, entre ceux qui ont des ambitions de construire, d'aller sur Mars. Ça me trouble beaucoup, de cette espèce d'espoir qui rassure quelque part. Ça me trouble beaucoup parce que je pense qu'on fait fausse route. À quoi êtes-vous prête à renoncer ? Je crois que j'ai renoncé à beaucoup de mes comportements et j'espère arriver à renoncer à mon mode de vie. Voilà. Et la dernière, que faire maintenant ? Agir. Aller voir son maire, aller voir l'industriel à côté, se renseigner, reterritorialiser les luttes aussi, comprendre un petit peu. Moi, je suis hallucinée de voir toutes les choses qui se passent dont on n'est pas au courant. Et des fois, c'est vraiment juste à côté de chez nous. Donc, creuser un petit peu la question d'où ça vient, tout ça. Voilà. On est encore dans un néocolonialisme très, très puissant. Et réinterroger d'où vient notre alimentation, d'où viennent nos vêtements, qu'est-ce que ça implique, nos modes de vie actuels. Merci beaucoup, Céline Donneau. Merci. Merci Céline Donneau. Merci pour l'invitation. Merci Céline Donneau, merci beaucoup Lou Herman. On fait une petite pause musicale et tout de suite on retrouve Indra Kratokville avec Pierre Deveau pour un entretien sur les chiffonniers du Caire. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.